Bienvenue dans l'épisode 5, dans lequel nous recevons Yasmina Benbagdad. Yasmina, originaire de Clermont-Ferrand, est une femme de passion et de détermination. Diplômée en sciences politiques, elle a choisi de suivre ses rêves en mettant le hip-hop au cœur de sa vie. Entrepreneuse culturelle, elle a fondé l'agence YV et mène aussi des projets en Algérie à travers son association H2A, pour promouvoir cette culture qu'elle chérit tant. Yasmina est également la créatrice du podcast Le Canap de Yass, un espace d'échange avec les figures du milieu hip-hop. Son parcours teinté de courage et de résilience est une véritable source d'inspiration pour quiconque rêve de transformer sa passion en une réalité vibrante. Bienvenue au cœur du parcours de Yasmina. Bonjour Yasmina, bienvenue dans Au cœur des choses. Donc épisode particulier parce que d'habitude je suis accompagné de mon acolyte Kaina qui malheureusement a la grippe. J'aurais pas le plaisir de la voir. Pas aujourd'hui en tout cas. Je fais un gros bisou. On le fera. Merci beaucoup. Donc je vais tenter de prendre les questions qu'elle a préparées, parce qu'elle a énormément préparé aussi cet épisode, elle connaît ton parcours sur le bout des doigts. Donc je vais commencer comme Kaina. Voilà. Donc Yasmina, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton enfance, dans quel milieu tu as grandi, dans quel environnement? Comment commence ton histoire? Okay. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être là. Mon enfance, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis originaire de Clermont-Ferrand, du coup en Auvergne. Je suis la dernière d'une famille de 4 enfants. J'ai 3 grands frères. On a grandi dans un foyer finalement assez normal, mais j'avais des parents très travailleurs. J'ai une maman pour qui l'éducation était le point de repère de tout. On était obligé d'être bon à l'école pour pouvoir avoir des activités sur le côté. Donc l'éducation était, je pense, au cœur de notre enfance, à tous les 4. Je suis très proche de mes frères. Après, ça a été évolutif, parce que quand t'es la fille et la dernière, je pense que quand t'es ado, t'as pas envie d'avoir ta petite sœur qui te colle. Mais en tout cas, voilà, j'ai quand même toujours été plus ou moins très proche de mes frères. J'ai fait que de l'école publique, mais des bonnes écoles publiques. Je pense que ça tenait à cœur aussi à mes parents. On a toujours vécu en centre-ville. Mes parents vivaient dans banlieue clermontoise et ont vite fait le choix d'aller en centre-ville. Dans les années, moi j'étais début des années 80, je pense qu'ils ont vu un peu le vent tourner et ils sont partis. Primaire, collège, lycée. J'étais pas spécialement une élève surdouée, mais je faisais que ce qu'il fallait faire pour qu'on me laisse tranquille. Ok. Pour pouvoir avoir des activités de côté. Exactement. J'étais pas bonne dans ce qui m'intéressait pas. C'était très compliqué pour moi d'être... j'étais vraiment extrêmement moyenne dans toutes les matières qui m'intéressaient pas. Je savais pas envie de les travailler, je les travaillais pas. Ou le minimum vital, quoi. Par contre, j'étais un vrai garçon manqué, quoi. Très vite, très jeune. L'effet d'avoir 3 frères, je pense que ça joue, mais j'ai fait beaucoup de sports collectifs, quoi. J'adorais le foot, j'adorais le hand, j'adorais le basket. J'ai fait pas mal de basket. Et ma mère m'avait inscrite à la danse classique. C'était un enfer sur Terre pour moi. À partir de quel âge tu commences la danse classique? J'ai commencé à 6 ans, je crois. Le plus tôt possible, je crois. C'était 6 ou 7 ans. J'avais des problèmes de dos, en fait. Et du coup, on avait dit à ma mère, c'est soit la danse, soit la natation. Et je pense qu'elle voulait avoir un petit truc de fille pour moi. Donc, je suis allée à la danse classique. Avec le recul, je regrette pas. Je pense que ça m'a appris pas mal de choses dans la tenue, etc. Mais c'était vraiment pas fait pour moi. Dès que j'ai pu faire du hip-hop, j'ai fait du hip-hop. Ok. T'avais quel âge, là, au moment où tu commences la danse? Alors, classique, donc 6 ans, et hip-hop 11 ans. Parce que c'était l'âge minimum à l'époque. Tu pouvais pas faire en école de danse, parce que j'ai commencé en école de danse, j'ai pas commencé ailleurs. C'était minimum, c'était 11 ans. 10-11 ans, tu pouvais pas faire de hip-hop avant. Et ça venait de toi, la danse hip-hop? Ouais. Ok. Je sais pas, j'ai toujours été... Comment t'es tombée dessus, ou comment t'as eu cette passion à cet âge-là? Je pense que c'était via la musique. Dans mes frères, c'était marrant, il y en avait autant qui écoutaient du gros rap, que mon grand frère, lui, était plutôt rock et hard rock, métal, tout ça, que j'aimais beaucoup aussi d'ailleurs. C'est grâce à lui que j'ai écouté un peu ces styles-là. Mais on écoutait beaucoup de rap à la maison quand même. Enfin, mes frères, j'entendais beaucoup de rap. Et j'étais très friande des clips, très vite. Alors, pas forcément que de rap d'ailleurs, ou que de hip-hop, parce que je pense que peut-être jeune, je faisais pas spécialement la différence. Mais voilà, tout ce qui était clip, chorégraphie derrière un artiste, ça me fascinait. J'ai un million d'histoires de mes parents où je danse devant la télé en essayant de reproduire les chorégraphies. Est-ce que t'as des cassettes VHS? J'en ai, qui resteront bien dans des cartons, mais j'en ai pas mal.
Et dès que j'ai pu faire du hip-hop, j'ai fait du hip-hop. Ok. On est à quelle période, là? Les clips, début du hip-hop, début des années 90? Ouais, c'est, tu vois, moi, je suis de 89. Ok. Donc, très jeune. Hein. J'ai grandi, moi, avec Spice Girl, Michael Jackson, tu vois, Britney Spears. Britney Spears. Mais donc voilà, refaire les chorés. Et au début, je savais pas que c'était le hip-hop qui m'intéressait. C'était plus les sonorités, les mouvements. Le mouvement par le corps, je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Je mettais juste pas de mots dessus, mais je passais ma vie à danser chez moi. Mes parents n'en pouvaient plus. Dans les magasins, tu sais, tu étais en shopping avec tes parents. Tu t'ennuies et t'as de la musique, tu danses, quoi. Ok. Donc, vraie passion pour la danse, pour le hip-hop de manière générale. Donc, tu rentres dans le hip-hop par la danse. Je rentre dans le hip-hop par la danse. J'intègre un cours de danse, donc quand j'avais 10-11 ans, à l'école de danse de Clermont-Ferrand. Et ce qui a changé ma vie, je pense que je peux même dire ça. L'école de danse de Clermont a mis en place un truc qui est quand même assez fou pour une ville de province. Elle a mis en place ce qu'on appelait le forum hip-hop. Et c'est une fois par an, au cours d'une année, elle fait venir une compagnie professionnelle qui va venir chaque vacances scolaires pendant une semaine, faire des stages de perfectionnement. Et à la fin de l'année, donc c'était en novembre, ils créent ce qu'ils appelaient le forum hip-hop. Donc c'était un festival pendant 3 jours. Et donc en fait, pendant 1 an, t'as appris des chorés, t'as appris à danser, et tu vas faire des spectacles pendant 3 jours, le temps. Tu ouvres toutes les soirées, et où derrière, ils font venir des compagnies exceptionnelles de danse. Et donc moi, là, j'ai 11 ans. La compagnie qui arrive à Clermont, c'est Force 7. Donc il y a Guy Sambé, Claise, que des figures... complètement que tu connaissais déjà avant? Je ne connaissais pas du tout. Okay. Ils font partie des premières générations de danseurs de France. Ensuite, tu te renseignes et tu te rends compte qu'en fait, c'est des vraies grosses pointures de la danse hip-hop et de la culture hip-hop. Et on a la chance de... moi, je me suis mise dans le cours amateur, je crois, ou initiée, je ne sais plus, il y a plusieurs steps. Et en fait, on a eu la chance d'avoir le Guy Sambé, donc Aka Smiley en prof, et qui nous repère avec ma meilleure amie qui est la danseuse Dédé. Et il crée une compagnie autour de nous. Très vite, en fait, on a un affect avec cette personne. Et en fait, tu vois, on avait des stages de 9h à 17h. Quand t'as 11 ans, c'est déjà fou. Énorme. Et du coup, nous, on restait derrière, on faisait extra court. Et on est allé dans un perfectionnement global pendant 1 an. On fait le forum hip-hop, ils font venir les vagabonds, Coréam... tu te retrouves dans un environnement qui est complètement... Et là, je me dis, ok, là, c'est devenu ma vie, quoi. Je me levais, je pensais à ça. Et très vite, donc, Guy crée une compagnie. Ils reviennent une 2e année. Là, il crée un duo autour de nous et très vite, il agrège d'autres gens. Et on crée Smiley Crew, qui est une compagnie de danse, du coup, à 4, que clermontoise. Mais lui, Smiley n'est pas de Clermont? Non, Paris. Ok. Guy fait partie de la compagnie Force 7. Ils sont à Paris, ils sont en Ile-de-France. À l'époque, il habitait à Livry-Gargan, je crois. Et donc, il vient... au début, il vient pour le forum hip-hop, et puis il commence à venir juste pour nous. Et nous, on commence à aller à Paris. Toutes les vacances scolaires, moi, à partir de mes 12 ans, je les passe à Paris, en résidence, avec, Dédé, Cerise, Morgane. Et là, on commence à créer des shows, des créas. On commence à tourner un peu partout en France. Ouais, c'était parti, quoi. Est-ce que c'est facile, justement, à cet âge-là, de créer un crew et de commencer à essayer de tourner, En fait, la chance qu'on a eue, c'est qu'en fait, on se rendait pas trop compte. Moi, je pense que ça a été le côté positif et négatif aussi, parce que j'ai, du coup, grandi dans une compagnie, du coup, tout de suite. Je dansais avec mes copines. Donc moi, je sortais de l'école, Delphine venait me chercher, on allait s'entraîner. On allait manger chez un de nos parents, après on allait s'entraîner. On faisait ça, en fait, tout le temps. Et c'était école et danse, il n'y avait pas de autre chose. Enfin, très peu, en tout cas. Et donc, on se rendait pas trop compte. Guy était venu, je me souviens, voir tous nos parents pour expliquer la démarche. Parce que c'est compliqué de laisser des enfants... moi, mes parents étaient un peu stricts quand même. Ma maman, en tout cas, était assez stricte, en tout cas, sur ce qu'on faisait, quoi. Et donc voilà, il est venu expliquer la démarche, de dire que voilà, on avait du talent, qu'il voulait nous développer en tant que danseuse. Et nos parents ont tous suivi, c'est ça qui est dingue. On était 8 parents qui ont dit ok, allez-y. Et pourquoi ils ont suivi? Parce qu'ils étaient d'accord avec lui sur le potentiel que vous aviez, ou il a su les rassurer? Moi, je sais pas si mes parents ils captaient le potentiel.
En hip-hop, en plus, dans les années début 2000, il n'y avait pas de possibilité de carrière. Enfin, on parlait pas de carrière de danse. C'était juste de la passion. Mes parents, ils voyaient qu'en fait, je vivais pour ça. J'avais pas d'autres options. J'avais pas d'autres kiffs que ça, en fait. J'ai tout arrêté, tu vois. Le basket, j'ai arrêté. Enfin, moi, il y avait que la danse qui comptait, que mon crew, que les spectacles. Je vivais vraiment pour ça. Et donc, le deal avec mes parents, c'était si c'est OK l'école, on te laisse faire. Et je pense que le discours de Guy aussi rassurait beaucoup. C'était de dire... il avait quand même une posture très sérieuse, très humble aussi. Il a beaucoup appris l'humilité. Et à travers la danse, il nous a appris un truc qui était très important, que j'ai gardé beaucoup, c'est que tous les steps que tu dois faire, tu dois savoir d'où ils viennent. Et donc, il y avait ce côté de savoir l'histoire. Okay. Savoir l'histoire de la danse, savoir l'histoire de tes steps, savoir l'histoire de pourquoi tu fais ça, pourquoi on est là, tu vois. Et je pense que ça a forgé plein de choses chez nous, en fait, au-delà de juste la danse, de vraiment rentrer dans la culture hip-hop, quoi. On rentre dans une culture, on fait pas de la danse. Exactement ce que j'allais dire. On va y revenir sur cette histoire de culture parce que c'est hyper intéressant. Mais avant ça, j'ai une question. Comment on fait pour progresser à cet âge-là, quand notre prof, notre coach ou mentor est à Paris et qu'on est de jeunes filles à Clermont? C'est marrant parce que on s'est mis dans un truc très pro très vite alors qu'on avait 12 ans, 12-13 ans. Delphine et moi, on avait 12 ans et Cerise et Morgane 13, je crois. On faisait, tu vois, genre tous les jours, on avait nos trucs de... Ils nous avaient fait un parcours de workout. Donc on faisait nos pompes, nos abdos tous les matins. On avait des exercices. Donc nous, on se retrouvait, on nous prêtait... du coup, l'école de danse nous aidait beaucoup. On avait des salles à disposition. Okay. Vous n'avez pas besoin d'aller à la gare, quoi. Non. À Clermont, du coup, on n'a jamais dansé dehors. On avait vraiment la chance d'avoir une école de danse qui supportait beaucoup. Et donc, on s'entraînait, on allait... On avait d'autres salles aussi, tu vois. La grande sœur de Delphine travaillait au Clermont Foot à l'époque. Elle nous prêtait les locaux du Clermont Foot pour s'entraîner aussi. Et on avait des exercices qui étaient très écrits, qui étaient en vidéo. Il nous envoyait des vidéos, etc. Donc on était vraiment dans un truc très quotidien avec lui. Et toutes les vacances scolaires, on était à Paris. Donc, est-ce que vous filmiez et que vous lui envoyiez les vidéos pour qu'il puisse corriger? Ouais. Ok. Donc on avait vraiment ce truc-là. La grande sœur de Delphine aussi à l'époque qui dansait était beaucoup avec nous. Et du coup, elle nous apprenait. C'était la grande. Donc voilà, et on regardait beaucoup de vidéos. On regardait beaucoup de vidéos d'autres danseurs, de Poppin Pete, Poppin Taco, etc. Et ouais, on ne vivait que pour ça à cette époque-là. Ok. École hip-hop. École hip-hop. Vacances scolaires, Paris, représentation. Ouais. C'était assez fou. Hein. On avait pas mal de spectacles. On a fait des spectacles dans des lieux improbables. Ouais. Et t'as des anecdotes peut-être à nous partager de spectacles qui t'ont marqué? Ouais, on a fait un festival. Alors, des anecdotes qui étaient marrantes, c'est que nous, on était toutes petites. On était vraiment toutes petites, toutes menues. On payait vraiment pas de mine. Hein. On est arrivé dans des salles où on a fait l'inauguration du Juste Debout, notamment du coup la compétition. Et c'était dans une boîte dans le 12e, je crois. Je ne saurais pas dire l'année, mais les juges, c'était des Japonais. Et on était fans d'eux. Enfin, c'était fou. Le popper Aki était vraiment très, très fort. Et on arrivait dans les loges et vraiment, on faisait 1m12, quoi. Et donc, les gens nous regardaient un petit peu en... Ouais, elles sont mignonnes. En fait, ça va être le spectacle de fin d'année, quoi. Ouais. Et en fait, nous, on vivait pour ça. Parce qu'en fait, on se disait, OK, on va aller sur scène. Et là, il n'y a plus d'âge. C'est terminé. On ne parle pas d'âge, comme dirait... Exactement. C'est le niveau qui compte. Et j'avoue, il y a eu 2-3 fois comme ça où les gens nous attendaient un petit peu en rigolant et puis derrière, on donnait tout ce qu'il fallait donner. Quoi. Mais pour vous, ça a généré du stress ou au contraire, c'était une motivation supplémentaire? Ouais, c'était une motivation. 12 ans, monter sur scène avec des gens connus. C'était une motivation. En fait, moi, à titre individuel, j'ai pas confiance en moi ou en ma danse. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que après je suis partie dans d'autres voies. Mais en collectif, ça nous donnait une hargne vraiment forte. Moi, quand j'étais avec mes copines et que tu connais ton show, c'est de la choré, t'as bossé pour ça, c'est de l'adrénaline du coup. Et donc il y a eu ce truc-là aussi avec la culture, c'est qu'on t'apprend à ok, t'es là, tu donnes, tu vois. Donc à ce moment-là, c'est beaucoup d'adrénaline, tu vois. On a fait ça de nos 12 ans à nos 17, 18 ans ensemble. Et c'était vraiment tu rentres sur scène, tu donnes tout, il y a pas de choix.
Ouais, je comprends l'adrénaline parce que dans le hip-hop, il y a aussi beaucoup de défis. Ouais. On vient pas juste danser, on vient pas juste chanter, montrer. On vient aussi faire mieux que les autres. Exactement. Même s'il n'y a pas de concours. Même, tout le temps, quoi qu'il arrive. Donc je comprends l'adrénaline. Après, ce qui est assez paradoxal, mais peut-être que tu vas nous l'expliquer, c'est que tu arrives à 12 ans à monter sur scène face à énormément de gens, des gens connus, mais tu dis que tu n'as pas confiance particulièrement en tout cas, en toi ou en ta danse. Je ne sais pas si c'est les deux ou si c'est juste l'un des deux. Comment tu l'expliques ça d'être capable de faire tout ça en ayant cette crainte? Je pense qu'à cette époque-là, tu te rends pas trop compte. Moi, il y avait que la danse qui comptait, donc de toute façon, que j'ai confiance en moi ou pas, c'était mon seul moyen d'expression. Et en plus, t'es dans un contexte où ta compagnie, c'est tes copines. Donc en fait, et Guy te donne aussi la confiance. Donc en fait, moi je pense que j'ai vécu beaucoup d'années où je laissais les gens avoir la confiance à ma place. Donc je suivais un peu le truc. J'étais pas du tout leaduse. Ouais. Mais je savais que ensemble, c'était bien ce qu'on faisait. J'avais pas de doute en fait sur le fait qu'on travaillait dur. On avait quelque chose quand même. C'est après en individuel où là du coup ça switch. Tu vois, j'ai toujours été très mauvaise en battle. C'est vraiment un exercice qui n'était pas du tout pour moi. En freestyle, tout ça, tu vois, même encore maintenant, alors que je danse plus et que quand je danse, c'est vraiment juste pour le plaisir. Pour le plaisir et pour du fun. Je suis en panique. S'il y a 3 personnes devant moi, je suis en panique. Alors que il y a aucun objectif, aucun impact, il y a rien quoi. Je pense qu'il y a toujours eu ce truc un peu de retenue qui fait que voilà, je pense que j'ai pas voulu aussi faire carrière. Enfin, j'étais persuadée qu'il fallait forcément faire du battle. C'est ce qui est une erreur, mais je pense que je me suis dit qu'il fallait forcément que je passe par la case battle pour avoir une carrière de danse, tu vois. Ouais, pourquoi ? Parce que c'est ce qui était le plus médiatisé à l'époque ? Ouais, on était déjà en compagnie, c'était déjà des trucs très cool, hein. Mais effectivement, pour avoir un nom, je pense qu'il fallait, en tout cas dans ma tête à moi, hein, c'était peut-être une erreur, mais je pense qu'il fallait quand même passer par des belles compétitions et des beaux battles pour avoir un vrai nom là-dessus, quoi, là-dedans. Ok. Donc de 12 à 17, c'est focus à 1000% sur la danse, préparation, travail, l'école. Après 17 ans, comment ça se passe dans ton parcours de vie ou même au niveau scolaire ? Bah déjà, il y avait un truc, c'est que moi j'avais un deal avec mes parents, c'était de dire que je voulais partir à Paris. À 10 ans, hein, j'ai dit ça. Ok. Je savais que Clermont n'était pas pour moi. J'aime beaucoup Clermont, je défends beaucoup cette ville. Mais je comprends. C'était vraiment J'attaque pas Clermont, mais je comprends. Un environnement pour moi. Donc voilà, le deal c'était, si t'as le bac, tu vas à Paris. Donc j'ai eu le bac, je suis donc partie à Paris. Et le but de partir à Paris était quand même de faire de la danse. Et les choses ne sont pas vraiment passées comme prévu. Mes parents m'avaient quand même demandé de faire des études. De quoi qu'il arrive, avoir un gilet de sauvetage. Ouais. Donc j'ai fait du droit et j'ai adoré le droit, ce qui n'était pas du tout prévu. Hein. J'ai vraiment, beaucoup aimé. En tout cas, j'ai vraiment, c'était pas, j'y allais pas à reculons, quoi. Ok. Et voilà, je sais pas, mec, j'avais quand même 17 ans hein, quand je suis rentrée à la fac. J'ai testé un battle qui m'a un peu trauma, qui était le Just for Ladies. Qui s'est pas très, en tout cas dans ma tête, qui s'est pas très bien passé. Et ça a remis en question pas mal de choses, plus les études, plus petit à petit, en fait, je me démotive toute seule auprès. Je pense, je m'auto-persuade que la danse, ça va pas être mon avenir. Donc je fais une année qui se passe très bien à la fac. T'en parles à quelqu'un à ce moment-là ? Est-ce que justement votre mentor Smiley, est-ce que c'est quelqu'un à qui t'en parle de ses doutes ? Lui, je pense qu'il essaye de raccrocher un peu les wagons parce qu'en fait, on commence à toutes faire des choses un peu différentes. On était toutes dans des villes différentes pour nos études. Il y avait que Delphine et moi qui étions à Paris. Et puis Delphine, elle s'est mise à 1000% dans la danse. Elle part aux États-Unis à ce moment-là pour vraiment être à fond dedans. Et en fait, peut-être qu'avec le recul, le lien qu'on avait aussi faisait qu'on restait dedans. Et après, elle a été juste 1000 fois plus motivée que nous, hein, parce qu'il n'y avait pas d'autre option que la danse de toute façon. Moi, j'en ai trouvé une autre. Et donc, du coup, j'étais un peu... T'avais le choix. J'avais le choix et j'allais un peu dans les deux. Je continue à prendre 2-3 cours de danse par-ci. Et en même temps, j'étais avec les copains à la fac.
Et ma deuxième année de droit, je suis contrainte de redescendre vivre chez mes parents à Clermont et, pour des raisons diverses. Et puis là, en fait, je vais donner des cours de danse pour un pote qui a une école de danse. Tout en continuant les études, tu vois. Donc en fait, je me raccroche à un truc un peu, tu vois, de dire je peux pas complètement arrêter, mais en même temps, j'ai plus le même kiff qu'avant. Je danse avec d'autres copines du coup de Clermont qui sont restées là-bas et qui on a grandi. Je donnais un peu des cours que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé donner des cours. J'avais jamais vraiment donné. Mais voilà, petit à petit, je perds un peu cette hargne de la danse. Je pense qu'il y avait un truc qui s'était un peu cassé aussi en moi. Avec les battles, et puis je me disais mon absence de confiance, je pense, est revenue un peu en disant bon, t'y arriveras pas, c'est peut-être vaut mieux arrêter plutôt qu'échouer. J'étais un peu dans ce truc-là, là où maintenant, tu vois, dans d'autres trucs de ma vie où maintenant je suis dans l'inverse. Je me dis oui, quoi qu'il arrive, on y va. Bon, ça marche pas. Plus jeune, j'étais dans l'inverse. Peut-être que je préfère pas le faire plutôt que de rater. Est-ce que tu es dans une recherche de sécurité aussi à ce moment-là où tu dis que c'est peut-être difficile d'en vivre sur le long terme et que si je fais mes études, que j'ai un bon diplôme, j'ai un bon travail, c'est OK? Alors, je pense pas que la réflexion allait jusque-là sur le côté financier. Mais oui, je jouais très safe à l'époque. J'étais beaucoup dans le cadre. Même, tu vois, dans mon caractère, j'étais un peu insolente, mais j'allais jamais trop loin non plus. Un peu l'épée de Damoclès de mes parents aussi, tu vois. On est quand même très droit chez moi, tu vois. Tu dévies pas trop. Ouais, voilà, la sécurité, le confort, la route tracée, tu vois. C'était quand même des choses qui étaient très dans mon éducation, hein, dans les valeurs qu'on m'a inculquées, quoi. Tout ce qui est le travail, la hiérarchie, c'est important, la sécurité, le confort, tout ça, tu vois, que tu as l'air de très bien connaître. Et donc, j'étais très comme ça. Je la jouais très safe. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'ai switché après. Peut-être, on va y venir, j'espère. J'espère qu'on va y venir, en tout cas, à ce moment où tu switches. Donc, OK, tu retournes sur Clermont, tu te donnes des cours, tu continues tes études, toujours dans le droit. Oui, alors je fais une licence de droit, donc que j'ai. Et à ma 3e année de droit, il y a une option qui est de sciences politiques. Donc là, je commence un peu à atteindre mes limites dans le droit. Ça commence à devenir un peu trop technique pour moi. Enfin, en tout cas, un peu trop... faut commencer à spécialiser. Oui. L'option sciences politiques m'intéresse. J'ai toujours été intéressée aussi par... Enfin, je suis assez curieuse de tout ce qui se passe politiquement, géopolitiquement surtout. Et donc, je prends cette option. L'option me plaît. Et à la fin de ma licence, je décide de changer de voie. Enfin, donc de ne pas continuer dans le droit, mais d'aller complètement dans les sciences politiques. Et là, je postule à un master à Lyon, qui est autour des relations internationales et des sciences politiques. Du coup, je suis acceptée, donc je fais mon master en intelligence économique à Lyon 3. Et là, j'arrête totalement la danse, je pense. Ok, t'as plus le temps? Plus le temps, plus l'envie, je me suis convaincue que c'était pas pour moi. Ok. Donc, c'est marrant ce que tu dis. Tu te dis, je me suis convaincue. Je me suis complètement convaincue. Ouais, c'est un moment où je me dis, de toute façon, tu n'y arriveras pas. Donc autant se concentrer sur d'autres choses. Ok. Et à ce moment-là, tu t'imagines quoi en rentrant en sciences politiques, relations internationales? Tu te vois déjà à l'ONU ou... Franchement, je savais même pas. Il y avait une partie de moi qui voulait passer les concours d'attaché, diplomatique. Et là, je commence à tous mes... Alors, je ne l'ai pas conscientisé à cette époque, mais du coup, on m'a posé la question il n'y a pas très longtemps. Donc, mais tous mes devoirs et mes mémoires de master sont tous orientés sur le Maghreb et l'Algérie. En fait, j'avais envie d'en savoir plus sur mes origines, sur le pays où j'allais en vacances tous les ans, quoi. Et c'est un truc que j'avais pas spécialement... je pense que j'avais pas du tout conscientisé. C'était vraiment... on va aller creuser, quoi. On nous demande de faire un devoir, autant faire sur des trucs intéressants. Donc, c'était tout le temps monde arabe. Ouais, monde arabe, Moyen-Orient, mais quand même petit à petit, quand même, qui arrivait beaucoup sur l'Algérie. Maghreb, Algérie, ok. T'as eu un mémoire aussi à réaliser? Ouais, j'en ai 2. T'as choisi quel sujet? Mon premier en M1, c'était la manne pétrolière algérienne. Sur la traque? Ouais. On m'a dit que j'étais pas assez neutre. Okay. C'était ça ma plus grosse critique de soutenance.
Et le deuxième, donc mon mémoire de fin d'études, c'était sur Tanger, la zone franche qui était en train d'être construite autour du développement économique. J'avais fait une étude comparée entre la France et le Maroc. Ok. Ouais. Et c'est quelque chose qui te passionne à ce moment-là? Ça te permet de mieux comprendre un peu aussi le monde Ouais, j'avais envie de savoir comment ça se passait. J'avais envie de comprendre un peu quand t'es en France et que tu pars souvent, du coup, nous, c'était en Algérie, mais je pense que c'est valable pour le Maroc et la Tunisie. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de liens, tu sais qu'il y a une histoire qui est forte. Je ne vais même pas rentrer dans le détail du positif, du négatif, voilà, mais en tout cas, il y a quelque chose. Mais en fait, on ne te l'explique pas trop. Non. Moi, je sais que j'ai commencé à en parler, à poser des questions à mes parents, notamment sur la guerre d'Algérie, etc. Mais c'était très, de temps en temps, très sur une histoire, un moment. Tes parents sont nés en Algérie? Mes deux parents sont nés. Ils sont venus ensuite en France. Ouais. Mon père est venu dans les fins des années 60. Il fait partie de la deuxième génération d'immigrés qu'on allait chercher du coup pour travailler. Et ma mère est venue dans les années 80. Et tu vois, moi, ma mère, par exemple, n'avait pas du tout le French Dream. Elle avait un super boulot en Algérie, elle adorait sa vie ici, enfin là-bas. Elle n'avait pas du tout envie de venir. Moi, ma mère venait en vacances en France. Dans les années 70, c'était ses semaines de vacances, c'était en France. Donc elle n'avait pas du tout ce truc de... Donc moi, j'ai pas du tout grandi dans le truc de... il fallait qu'on vienne, c'était chaud, pas du tout. Ouais. Donc on m'a pas éduquée là-dedans. Mais j'avais pas toutes les clés quand même. Donc je me suis dit, bon, à un moment donné, j'ai quand même envie de savoir comment ça se passe, même sur le rapport avec le Maghreb, tu vois, entre les pays, entre la Tunisie, le Maroc, l'Algérie. On va les comprendre, hein. On va essayer de comprendre un peu et d'avoir des clés autres que juste mes 3 semaines de vacances à Oran, quoi. Et pourquoi tu penses que... je te pose la question, parce que moi, j'ai pas la réponse, hein, j'ai vécu la même chose, mais pourquoi tu penses que nos parents ne nous racontaient pas justement cette histoire ou pas particulièrement? Est-ce que c'était pour nous préparer à... J'aime pas ce mot, mais à l'intégration ou à rester ici, vu qu'ils savaient qu'on allait rester là? Est-ce que c'était leur façon de nous préparer? Peut-être. Peut-être. J'ai pas la réponse non plus. Après, moi, je vois mes parents, c'est quand même une génération, mais comme plein d'autres, hein, mais tu sais, où tu fais pas de bruit. Mmh. Tu travailles et tu fais pas de bruit. Tu dois être correct, tu baisses la tête parce que on m'a pas éduqué en baissant la tête, mais tu te fais pas remarquer. Et donc du coup, si tu commences à être un peu trop dans raconter, ouais, je sais que ma mère m'a raconté tard, parce qu'effectivement, mais heureusement en fait, parce que il y a des choses. Et peut-être aussi qu'elle considérait qu'on n'était pas prêt, je sais pas, tu vois, il y a des choses qui sont dures à entendre. Donc peut-être qu'ils attendent que t'aies les clés aussi. Mais moi, je pense que c'était peut-être aussi pour ça, de se dire... moi, j'ai quand même grandi dans une famille où ma mère disait que c'était l'éducation, en tout cas, ce que tu vas apprendre, va t'apprendre à réfléchir à tout seul. Donc en fait, le but, c'était de dire, on va te donner des éléments, mais après, c'est toi qui fais tes choix. Et donc, du coup, je pense qu'il y avait ça aussi, c'était de dire, ok, nous, on va te donner des clés, l'école va te donner des clés, nous, on va te donner des clés, ce que tu vas voir va te donner des clés, et ensuite, tu iras chercher tout seul. Et après, si tu veux en savoir plus, nous, on sera là. Ouais. Donc, il y a peut-être ça aussi. Mais, tu vois, moi, j'ai ce débat avec ma mère très souvent, notamment sur la religion. Ouais. Parce que du coup mes parents sont croyants, sont pratiquants, nous un peu moins beaucoup moins même, mais du coup tu vois c'est un débat de dire ouais mais en fait tu nous as appris que la foi c'était personnel, que c'était toi et Dieu, donc en fait on en fait ce qu'on veut. Donc c'était soit ça, soit tu nous apprenais que c'était pas ça, c'était autre chose. Et on serait peut-être allé dans une autre direction. Mais c'est, voilà, sur tous les sujets de notre vie, nous, c'était tu réfléchis par toi-même. Tu seras assez... Nous, on veut juste que tu sois armé pour réfléchir par toi-même et pour prendre tes propres décisions et pour aller chercher les infos que tu as envie d'aller chercher.
où du coup je les remercie grandement pour ça, parce que je pense que c'était le meilleur choix d'éducation à faire. Mais peut-être. Moi, je trouve cool, en tout cas, ce choix d'éducation. Je me permets de juger. Mais je dirais. est-ce que, justement, tu as trouvé des réponses à tes questions dans ton... comment dire, en sciences politiques, relations internationales, dans tes thèses? Est-ce que tu as trouvé des réponses à tes questions? C'est compliqué. Oui et non, parce que je pense que mon envie à ce moment-là, c'était juste de savoir plus, d'en savoir plus. Je savais même pas si je cherchais vraiment quelque chose. J'avais juste envie de savoir. Tu vois, par exemple, j'avais un de mes meilleurs amis actuels, c'est un Algérien qui a grandi à Annaba et que j'ai rencontré à la fac à Lyon. Du coup, il est arrivé en France pour ce master-là. Et quand on parlait d'Algérie, j'avais l'impression qu'on parlait de 2 pays différents. Ouais, vous êtes aux extrémités. Complètement aux extrémités. Avec lui, une vie où il a grandi là-bas, il est né là-bas. Et moi, une vie de vacances 3 semaines dans l'année. Et le reste, ce que tu entends, ce que tu dis, et ce qu'on t'en dit aussi ici. Le rapport aussi à l'Algérie ici n'est pas le même, quoi. Et je pense que ça aussi, ça m'a fait beaucoup réfléchir. On me parlait beaucoup en débat là-dessus, où lui me racontait son Algérie, quoi. Et je pense que c'est une des premières personnes qui m'a appris l'Algérie. Extérieure à ma famille. Je pense que c'est vraiment la première personne qui m'a appris, tu vois, qui me racontait ses soirées d'étudiants. Enfin, tu vois, bon, du coup, c'est ce qui fait écho à ce que je vis maintenant en Algérie. On y reviendra après. Mais tu vois, moi, j'avais un cadre familial, traditionnel. Il me racontait des gros stuff d'étudiants, tu vois. Je me dis, bah oui, en fait, c'est normal, t'as 17 ans, ça existe partout, tu vois. Sauf que, et après, tu te dis, bah oui, c'est évident, ça existe. Sauf que, toi, t'as une image de l'Algérie qui est très normée, très lisse, très tradie, très famille. C'est ce que tu vois à la maison ici, enfin, là-bas, quand tu y vas l'été, principalement. Et moi, je faisais pas des gros stuff en famille, clairement. Donc, du coup, là, je me suis dit, il y a un moment donné, il faut que aussi j'élargisse mon spectre. Donc, j'avais cherché, tu vois, via mes mémoires, etc., c'était de connaître l'histoire, connaître l'actualité, connaître le contexte politique, etc. Via mes conversations avec des potes, c'était de connaître la vie là-bas. Et ma famille, mon contexte à moi, quoi. Et ce truc-là me permettait d'avoir une vision beaucoup plus vraie. J'avais besoin peut-être de vrai, ou en tout cas de compléter. J'avais un petit truc du camembert et j'avais envie d'aller chercher les autres, quoi. C'est vrai qu'on nous donne souvent à cet âge-là le côté convenable. C'est traditionnel, comme tu disais tout à l'heure, ne pas se faire remarquer. Mais ce qui se passe ici se passe aussi là-bas. Exactement. Bah oui, mais puis en plus après tu dis oui, c'est évident. Oui. Enfin, tu vois, bien sûr, tout le monde à 18 ans veut la même chose. Enfin, voilà, fait la même chose à 19 ans aussi, à 25 ans. Oui, c'est juste peut-être nous, vu que c'est plus, aux yeux de tous, ça nous paraît complètement normal. Mais c'est partout pareil. C'est partout pareil. Et souvent, les anciens qui nous expliquent ce côté tradit ont aussi une jeunesse un peu enflammée. Bien sûr. Moi, quand maintenant où je pose des questions et on me dit, ah oui, mais tu vois, nous on allait camper pendant des jours avec les copains. Ah ouais, ok, d'accord. Ok, très bien. Ah oui, évidemment. Ils ont eu 18 ans aussi. Oui, non, je vois parfaitement. Je comprends cette prise de conscience un peu tardive parce que dans la période un peu de l'enfance, l'adolescence, tu prends ce qu'on te donne. Exactement. Ton cerveau ne traite pas forcément toutes les informations. Puis au bout d'un moment, tu t'interroges, tu dis, ah ok. Non, mais c'est exactement ça. Il y a peut-être plus. On va peut-être aller creuser. Non, je vois. Donc, on arrive là à la fin de... tu finis tes études. Ouais. Tu en sais un peu plus sur des questions, justement, que tu avais à ce moment-là sur l'Algérie, ton rapport, en tout cas, à ton pays d'origine. Qu'est-ce qui se passe après tes études? Qu'est-ce que tu rentres dans la vie active directement? Non. J'avais pas très envie de travailler, j'avoue. Ma dernière année de fac, c'était terminé par un stage. J'avais pas très envie de travailler, je voulais voyager. Et à la base, mon plan, c'était de faire 6 mois en Amérique du Nord et 6 mois en Amérique latine avec une copine à moi. Et ma copine est recrutée après son stage de fin d'études et effectivement,
l'offre était trop alléchante pour dire non. Et puis du coup, je me retrouve un peu toute seule dans mon trip. Et à ce moment-là, un de mes frères rentre d'Australie. Il me dit, Yass, faut que tu ailles en Australie. C'est mon frère qui est donc mon très très grand. Et c'est celui du milieu, du coup, c'est le deuxième. Qui est journaliste, mais qui a toujours eu je sais pas, c'est un peu un rêveur, c'est un peu le sensible de ma famille, mais qui a toujours, je sais pas, il a une approche hyper belle des choses et de la vie. Et il me dit, non mais ça m'a changé. Il faut que tu y ailles, ça va être fou. J'étais bon, puis j'étais pas spécialement motivée, mais donc je commençais à faire un peu des recherches. Moi, mon but, c'était juste de partir. Vraiment, j'avais pas d'autre... ça allait pas bien plus loin que ça. Et de parler anglais aussi. Ok. Et voilà, et donc du coup, un jour, en parlant avec une copine, je dis, ouais, ça te dirait, toi, de partir en Australie? Elle me dit, ouais, grave. Donc voilà, c'est parti de là. On a commencé à organiser ça. Moi, j'ai commencé à faire plein de petits boulots pour mettre de l'argent de côté. Puis, entre-temps, on a un autre pote qui s'est greffé. Et donc, on est parti à 3. Il n'y avait pas spécialement de règles, il n'y avait pas spécialement de projet. Moi, je voulais juste parler anglais, me forger un peu aussi. Tu vois, ce que je disais tout à l'heure, il n'y avait pas trop confiance. J'étais un peu naïve sur plein de trucs. Parce que moi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais effectivement, je viens d'une famille de 4 enfants, mais je suis la plus petite et je suis la seule fille. Donc j'étais un peu la princesse du village quand même. Donc j'avais et à Clermont, moi j'ai aujourd'hui, tu vois, genre j'ai 35 ans, les 80% de mes copains, mes copines, c'est des gens que j'ai rencontrés entre la maternelle et le collège, enfin le lycée. Donc tu vois, j'ai quand même grandi dans un écosystème très safe, très hyper confort. Peaceful Northland quoi. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir appris la vie très tard, tu vois. Mais ce qui était très cool, hein, du coup j'ai eu une enfance hyper mignonne. Et avec des frères qui ont pris vraiment soin de moi, tu vois, il n'y avait pas ce rapport de difficulté. Ouais. Bon, après, un peu quand t'es ado, mais en vrai, dans le gros, c'était quand même très confortable. Et donc, j'avais un peu envie de me faire violence, je pense. L'Australie, c'est pas quand même le pays le plus terrible pour se faire violence, mais quand même. Et donc, je suis restée plusieurs mois là-bas, qui était vraiment une très belle expérience. J'ai rencontré beaucoup de gens. J'avais déjà un gros CV de serveuse pendant mes études, donc j'ai trouvé du boulot très facilement à chaque fois que j'en cherchais, donc ça c'était assez facile. Ça m'a donné de l'aplomb. Et ce que surtout j'ai découvert, mais ça c'était pareil, c'était après coup, je m'en suis aperçue qu'en rentrant, c'était très hip-hop quoi. C'était très hip-hop, c'était très... il y avait déjà beaucoup de fresques murales, beaucoup de murs graffés... beaucoup de musique hip-hop dans des lieux où... Je donne tout le temps cet exemple, mais c'est celui qui m'a plus marqué, mais il y avait du hip-hop dans des magasins type Galerie Lafayette. 2012-2013 en France, du gros Peura ou du gros hip-hop américain aux Galeries Lafayette à Paris, c'était clairement pas jouable, quoi. Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais en tout cas, à l'époque, pas trop. Je le vis, je le ressens, mais je fais pas trop gaffe. Je suis un peu dans ma vie. Je vis dans une maison avec plein de gens. C'était vraiment la période où tu poses pas trop de questions. J'avais aussi envie de ça, tu vois. Ouais. D'avoir un moment où tu bosses pour te faire de l'argent, mais en fait... tu vis juste. Tu vis juste, quoi. Tu rencontres des gens, tu vis, tu les revois plus le lendemain. C'est pas grave. C'était vraiment incroyable. Et en fait, quand je rentre, je me dis... La chute, elle est dure, quand même. Tu rentres en France... Maintenant, il faut réfléchir à ce que tu veux faire de la vie, tu vois. La fameuse question. Ouais, donc là, c'est les vraies réflexions qui commencent, quoi. Ce que tu veux faire de la vie. Et donc, je sais pas trop, donc je commence à regarder un peu des offres, mais quand tu sais pas ce que tu veux faire et que tu regardes, ça n'a aucun sens, parce qu'en fait, tu cherches tout et n'importe quoi. Je me souviens, je me faisais des pour et des contre de thé. Tu sais faire ça, tu sais pas faire ça. Ça n'a aucun sens. Quand j'étais à la fac, j'étais hyper intéressée par une ONG qui s'appelait Transparency International. Et je tombe sur une offre de service civique pour travailler sur les élections municipales. Et là, je me dis, bon, ça mange pas de pain. C'était à Paris. Je postule, donc j'ai le poste. Et en gros, c'est 6 mois. Et il faut faire une grosse campagne auprès des candidats des 25 plus grosses villes de France sur une charte de déontologie autour de la corruption politique.
Et là, je m'éclate. C'était vraiment hyper cool. Je commence à... Donc, pareil, j'ai 24 ans, un truc comme ça, je crois. Et je commence à appeler, j'ai des débats avec des gros candidats aux élections municipales. Enfin, c'est complètement fou. Et en plus, du coup, il faut aller appeler tous les partis. Donc, je me tape des débats avec Éric Piolle et le candidat FN de je sais pas où, tu vois. Mais en vrai, très enrichissant quand même. Là, ça affine un peu ce que j'aime faire quand même. C'était corruption politique, mais il y avait tout un département autour de la corruption économique. Et je commence un peu à avoir mes compétences, du coup. Mais bon, c'est que 6 mois, quoi. Et c'est une ONG qui a pas trop de moyens. Tu sais qu'ils vont pas te recruter derrière. Je me dis, bon, il faut quand même que je m'attelle à autre chose, quoi. Et donc, je reprends encore la recherche de travail, sans savoir trop encore ce que je veux faire. Et pareil. Et en fait, c'est marrant en le disant, mais je crois que tous les boulots que j'ai fait dans ma vie, à part celui que j'ai choisi, que j'ai créé, c'est que des opportunités de je tente, ça marche. Enfin, tu sais, il n'y a pas de... Je me suis pas dit, je veux faire ça. Ouais, il n'y a pas de projet de carrière, quoi. L'offre, elle est là, je tente. On verra, tu vois. Et là, je tombe sur une offre qui était à Annemasse, donc en Haute-Savoie. Tonon, frontière suisse. Ouais, la frontière suisse. Sur du développement économique. Donc, pour être responsable d'un pôle développement économique. 0 expérience. Et je vais faire l'entretien là-bas. Il se passe hyper mal, l'entretien. Enfin, vraiment, je réponds à, je pense, une question sur 10. Et pareil, très très mauvaise en entretien. Je passe par Lyon la veille pour me faire briefer par des copains. Et j'ai le poste. Et donc, très longtemps après, je demande d'ailleurs à mon chef, je comprends vraiment pas pourquoi on m'avait pris. J'ai vraiment répondu à aucune question. Enfin, vraiment, toutes les questions théoriques que j'aurais pu réviser, du coup, je n'ai pas répondu. Et du coup, il m'avait répondu à un truc qui m'a vraiment marqué, parce que c'est resté dans ma tête assez longtemps, c'était de dire, ouais, mais c'est ton caractère qu'on a choisi. Parce qu'en fait, tu nous as assez expliqué que tu savais pas, mais que tu saurais. Et je me dis, côté déterminé. Déterminé commençait à sortir un peu. Et effectivement, c'est ça, c'est de dire, je suis arrivée quand même dans un gros poste, pour dire que j'avais jamais travaillé de ma vie. Et en fait, j'ai tout donné. Alors que c'était pas du tout plan de carrière. C'était hyper intéressant. C'était du développement économique et sur des questions vraiment de développement territorial. Il y a du politique, il y a de l'économique. T'accompagnes des gens à monter leur boîte et tout. Enfin, il y a plein de sujets hyper intéressants. C'est une expérience que j'ai beaucoup aimée. Et on m'a laissé une très très grosse marge de manœuvre. Donc en fait, pareil, je me suis aussi découvert ce truc que j'étais avant, mais en fait je l'avais pas, encore une fois, je me le disais pas, mais j'ai pas de problème à pas savoir. Je sais que je vais savoir, en fait. Ce truc de dire, ok, je sais pas faire à 8h du matin, à 17h je saurais faire. J'ai pas de problème, en fait. Et... C'est un peu comme à l'école où tu travaillais, ou en tout cas à fond dans les matières qui te passionnaient. Exactement. Et donc là, je me suis dit, ok, mais c'est marrant parce que c'est pour moi, je vois un peu, je viens un peu en mode dessin animé, mais tu sais, où tu décoches des trucs, quoi. Ouais. Et en fait, tu fais cling, cling, cling. Et du coup, c'est ça, tu sais pas faire, tu sauras. Si t'as la capacité d'aller chercher, il y a beaucoup de choses finalement que tu peux faire. Ça t'ouvre beaucoup de portes. Et je pense que c'est des traits de caractère qu'on n'a pas tous. Non. Et ce job-là m'a vraiment montré la détermination que j'avais et la capacité d'adaptation à des... Tu vois, genre, j'aimais pas du tout la ville, enfin, en tout cas, la région. J'avais 24 ans, j'étais la plus jeune. Après, j'avais une équipe qui était incroyable. Je pense que c'est aussi ça. Hein. T'arrives dans un job, nouvelle ville, comment on t'accueille et ce qu'on va te laisser faire. Je joue beaucoup. Tu vois, la preuve, je suis partie au bout d'1 an et demi. Il y a des gens avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, alors qu'ils ont 20 ans de plus que moi, tu vois. Mais voilà, ça m'a vraiment aidée. Mais en fait, on faisait beaucoup d'accompagnement de création d'entreprise. Et l'Australie, la création d'entreprise, ouais, et ça commençait là, en fait. Je me suis dit, j'ai un super job. J'ai un assez bon salaire. J'ai un appart. En fait, il me manque que le monospace, le chien, et puis on est good, tu vois. Et en fait, ça m'allait pas du tout. Et c'est aussi, je me suis dit, j'ai un contexte professionnel qui est hyper cool, et je suis pas bien, quoi. C'est pas pour moi. Le salariat, c'est pas pour moi. Vraiment. C'est là que tu le comprends. C'est la première fois que je me le dis, ouais. Bon, je l'ai été après encore, pour d'autres raisons, mais
c'est vraiment là, je me suis dit, je suis dans un truc plus ou moins parfait, quoi. Enfin, pas parfait, mais en tout cas confortable. Et là, j'ai commencé à vriller. Et j'ai une pote à moi qui est rentrée d'Australie à ce moment-là, et qui me dit, putain, Yass, c'est grave hip-hop. Je dis, ouais. Et on a commencé à se saucer toutes les deux. En se disant, non, mais il faut qu'on fasse un truc. Est-ce que c'est Vanessa, cette copine? C'est Vanessa. Okay. La fameuse Vanessa avec qui j'ai grandi. On s'est connus au lycée. Et qui m'a rejoint en Australie sur ma fin de voyage. Et elle qui est restée derrière 1 an. Et en fait, on s'est pas trop parlé pendant qu'elle était là-bas. Et quand elle est revenue, on avait vraiment le même constat. Elle me dit, ouais, mais c'est fou, Yass, le hip-hop là-bas, c'est grave banal. On avait beaucoup ce truc de se dire, c'est banal. Elle me dit, c'était fou. Je dis, ah ouais, toi aussi et tout. Elle me dit, mais puis c'est la dépression là de revenir à Paris. Je dis, ouais. Je dis, il faut qu'on fasse un truc. Et en fait, on a commencé à parler, à réfléchir. Moi, Evie avait pas du tout cette tête à la base. Mais en fait, ça m'a remis dans le hip-hop, en fait. Ça m'a remis, je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire des trucs que j'aime. Je pense que le boulot dans lequel j'étais m'a donné la confiance pour y aller. C'est-à-dire, tu t'es dit, même si dans quelque chose que je connais pas vraiment, je suis capable de réussir, donc demain, je peux me lancer, j'y arriverai. Okay. Ouais, je pense que c'était ça. C'était de dire, tu vois, je suis arrivée dans un job, j'y connaissais rien. Je pense que j'ai fait en tout cas, j'ai fait le boulot que je pensais devoir faire. Bah, vas-y, on va faire un truc qu'on aime. On va tenter, quoi. Génial. Donc là, le hip-hop revient dans ta vie. Ouais. Tu sors d'un schéma un peu confort, sécure ou... Je prends le temps quand même. Hein. On a pris quand même 1 an, tu vois, pour écrire un business plan, pour aller visiter des trucs, pour aller voir des structures. Je pars pas comme ça. Mais ouais, à un moment donné, on jump, quoi. J'ai fait flipper mes parents, du coup, bien entendu. C'était le moment pas facile, l'annonce. Mais ouais, il y a un moment donné où tu switches, en fait. Et je pense que c'est aussi le moment où, personnellement, ça a révélé beaucoup de choses chez moi, parce que je sortais de ce confort, de ce safe, tout ça, là, que je pensais qu'était moi, et qui finalement pas du tout. Petit à petit, tu vois... je me suis aussi libérée de plein de barrières que j'avais, quoi. Et donc voilà, à la base, c'était censé être un lieu physique de représentation pour les artistes, de vente de trucs. On est parti du constat que les galeries n'étaient pas pour nous. On s'est dit, on va créer notre lieu. Bon, aujourd'hui, il y en a plein, mais en tout cas, à ce moment-là, il n'y en avait pas tant que ça. Et puis, en fait... très vite, les rendez-vous à la banque, les rendez-vous avec des agents immobiliers, on s'est dit, non, mais on va rentrer dans un système qui ne nous convient pas. Celui où il faut s'engager, avoir déjà des frais fixes avant de faire s'engager. Puis même, on avait, franchement, les retours des banques c'était pas très sympa. Enfin, on était jeunes, on était des meufs, on a commencé un peu à se frotter à ce truc-là aussi, de femmes entrepreneurs, on te regarde pas. C'était pas terrible, tu vois. On s'est dit, non, mais viens, on fait par nous-mêmes. On prendra plus de temps, on va faire différemment, mais viens, on compte sur personne. Et du coup, on a repensé le truc en disant, ok, juste en agence, ça marche. Le but était surtout de bosser avec des artistes, bosser avec des gens qu'on aime, qu'on trouve bien, et de montrer aux gens que la culture hip-hop, en fait, c'est plus que juste des mecs dans la rue ou juste des mecs dans un clip. Enfin, voilà. C'était vraiment quelque chose qui apporte, quoi, qui impacte dans peu importe ce que tu fais dans ta vie, quoi. Donc du coup, Wavy, c'est le nom de l'agence artistique que vous avez créée avec Vanessa. Si tu dois résumer cette agence en quelques mots ou quelques actions, c'est quoi? En fait, du coup, c'est une agence artistique, c'est d'événementiel hip-hop. Et en gros, on bosse avec des artistes, danse, graphe, musique. Et le but, c'est de créer des projets artistiques pour des clients, donc qui sont des entreprises, des mairies, des assos. Ça va du show à l'apprentissage d'une discipline. Et tu vois, aujourd'hui, c'est quand même une boîte, donc on a 90%, c'est du corporate. On fait beaucoup de team building. Donc on apprend aux gens à graffer, on travaille sur la cohésion d'équipe autour du graffiti, autour de la danse hip-hop. On fait danser des gens quand même. Qui n'ont jamais dansé, c'est incroyable. On leur fait faire des battles à la fin de la journée, c'est magnifique. Et en fait, c'est juste de dire, la discipline est un moyen, c'est un outil, que t'aimes ou que t'aimes pas, ou tu vas pas devenir graffeur à la fin de la journée, mais par contre, ça peut
débloquer des trucs chez toi, dans de la créativité, dans le faire danser des gens, c'est dur. Moi, c'est quelque chose qui est très facile pour moi de bouger, même pas forcément de danser, mais en tout cas dans le mouvement. Quelque chose avec lequel je suis à l'aise. Mais par exemple, j'ai toujours eu on a tous un pote en boîte qui ose pas danser, qui est droit comme ça, là, qui est en panique, mais en fait, qui est mal à l'aise. C'est triste d'être mal à l'aise sur de la musique, tu vois. Et c'est de dire, regarde-nous, juste en t'apprenant 2-3 trucs, tu vas avoir des déclics. Et ce déclic-là, peut-être, tu penseras à nous dans 2 mois, 3 mois, 1 an, sur un projet que t'oses pas, sur un truc où t'oses pas, et tu vas repenser à ce moment-là où t'as dansé devant des gens, où t'as fait un battle, tu vois. Vous leur donnez des clés, justement, pour vaincre tout ça ou... Ouais, après on essaye. Sur tous les projets, tu peux pas le faire. Hein. Il y a des projets où on est sur un show de 5 minutes. Ouais. Clairement, tu peux pas, mais au maximum. Et moi, ce que j'essaye, en tout cas, pour moi, YV, c'est aussi, c'est surtout d'ailleurs, un moyen de transmettre la culture hip-hop, quoi. Donc, pareil, on n'a pas tout le temps l'occasion de le faire, mais dès qu'on a l'occasion, c'est de parler de cette culture-là, de l'histoire, même si c'est très résumé, mais quand on fait du break, de dire quand le danseur il se présente, ou que la danseuse se présente, il explique en 3 minutes le break quand même. Pas venir faire du break et se barrer, quoi. Pour le graffiti, c'est pareil, ça a une histoire. Voilà, c'est vraiment de transmettre au maximum comme moi je l'ai appris, en fait. Parce que moi, ça m'a apporté au-delà de juste la discipline, quoi. Ok. Donc, entrepreneuse. Ouais, on essaye. Culture hip-hop. Ouais. C'est quelque chose qui est hyper important. Moi, j'aime beaucoup ta façon d'en parler parce que tu parles pas juste du hip-hop, de la musique, tu parles vraiment d'une culture et d'une histoire derrière chaque pas, chaque discipline. Tu veux nous partager une histoire rapidement comme ça en 3 minutes de la discipline que tu souhaites pour les personnes qui nous écoutent? En danse, avec YV? Ouais, allez. Le truc a été, par exemple, la presta qui pour moi était la plus intéressante, enfin une des prestas la plus intéressante. On a fait danser 170 personnes de chez Chanel. C'était cette année, en plus en début d'année. Et c'était un peu dur parce que c'était la première fois que j'avais autant de gens en face de moi. Et donc, il y avait 6 danseurs. Et au tout début, on fait un icebreaker pour savoir un peu où ils se situent, tu vois. Et à la fin, ils doivent choisir entre danse classique et danse hip-hop. Et les 3/4, ils vont danse classique, quoi. Et je me dis, ça va être chaud. Ça va être très, très chaud. Et ils savent pas trop pourquoi ils sont là, en plus. Surprise un peu de la boîte, quoi. Et donc, on leur explique qu'on va les faire danser, quoi. Et là, c'est panique à bâbord, quoi, vraiment. Et donc, au départ, c'est quand même moi qui parle. Du coup, pour expliquer la démarche, pour expliquer, nous, les valeurs qu'on veut transmettre. Au-delà de l'histoire de la culture hip-hop, c'est plutôt les valeurs de dire, OK, on est là tous ensemble, il n'y a pas de on se regarde, on s'en fout, on va pas te demander d'être danseur professionnel à la fin, le step, on s'en fout, en fait. C'est juste d'être ensemble et d'être dans du kiff, quoi. Et en fait, on a réussi à faire danser ces gens qui, à la fin, ont fait un battle, mais ils ont tout donné, quoi. Et en fait, je trouve ça complètement fou, ce moment où tu t'arrives à... Alors, ça marche pas avec tout le monde tout le temps, hein, on va pas se mentir, mais où ça switch, quoi. Et en fait, t'as des gens qui sont juste là en mode, en fait, je vais juste kiffer aussi, en fait. Ils sont en train de le faire, pourquoi pas moi, quoi. Et en fait, on s'en fout. Et on rentre, et à la fin, t'es juste trop content. Et j'avoue que moi, ça, c'est des moments que j'aime beaucoup. Alors là, l'exemple, il est avec la danse, et pour moi, c'est encore plus intéressant parce que c'est mon vecteur à moi. Ouais. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas mieux que la danse pour dire des vrais trucs, tu vois. Mais ouais, ça, c'était vraiment un moment hyper fort pour moi dans l'histoire de ma boîte. Ok. Ça avait l'air cool, en tout cas. Ouais, c'était très sympa. Je comprends le côté, ce moment où les gens switchent et se lâchent. Et surtout, si ça vient... Enfin, t'as une part de responsabilité là-dedans, ça doit être hyper valorisant. Ouais, en fait... autant, voilà, il y a... Voilà, je pense que 90% des prestats qu'on fait aujourd'hui sont très courts, très... c'est de la presta, quoi. C'est très sympa, il y a pas de... C'est des demi-journées, souvent? Ça dépend, en fait. On intervient beaucoup sur des formats soirées. Et sinon, c'est de la demi-journée, ouais. Mais ouais, c'est valorisant de voir des gens qui kiffent un truc que toi, t'adores
tu vois, et que en fait, t'es là et tu partages vraiment le. On a fait, on fait faire des toiles à des gens qui n'ont jamais touché un spray de peinture de leur vie et ils sont trop contents à la fin parce qu'ils ont fait une œuvre et ouais, juste en fait, tu rends des gens contents même si ça dure 1 heure, tu vois. Et on a de la chance de bosser. Ouais, tu transmets, tu partages et puis voilà, moi je bosse avec des artistes que j'aime trop tous les jours en fait. C'est ça aussi, c'est que tu vois. Ils transmettent leur passion tous les jours, en fait, ces gens-là. Et je trouve ça trop bien. Donc, en fait, t'es tout le temps dans un truc d'enfant aussi. Ouais. Moi, j'apprends tous les jours. Du coup, je suis là, il y a une toile blanche, à la fin, on repart avec un truc et je suis toujours en surprise alors que ça fait 1000 ans que je fais ça et que je les connais tous et que je sais tous leurs capacités, tu vois. Mais j'arrive à être encore là, waouh, c'est trop cool, tu vois. Génial. Est-ce qu'on peut aborder rapidement ou comme tu veux, mais ce côté entrepreneuse, entrepreneuse, je sais pas. Ouais, je sais pas. Gros débat. Ouais. Peu importe. Voilà, c'est comme autrice, mais en tout cas, toi, dans ta position dans l'entrepreneuriat, quelles ont été on parle souvent des difficultés de l'entrepreneuriat, mais on peut aussi équilibrer. Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui te fait kiffer vraiment dans l'entrepreneuriat, le fait de bosser pour toi? Et quels ont été les challenges aussi? Ouais. C'est marrant parce que quand on a monté la boîte avec Vanessa, entre-temps j'ai racheté ses parts, Vanessa est sortie, on se voyait pas trop comme entrepreneur. Puis en plus, moi, entre-temps, j'ai repris un boulot quand même, parce qu'il fallait quand même manger. Mais je pense qu'on n'avait pas du tout l'état d'esprit de chef d'entreprise. Moi, je pense que c'est ça qui a pêché d'ailleurs, pendant les premières années. Parce qu'on vivait un peu, justement, parce qu'on a fait un truc autour de notre passion. Donc on était un peu en mode hobby, quoi. Tu vois, ouais, c'est cool. On a rencontré tel artiste. On a fait cette fresque. Mais tu sais, il n'y avait pas de stratégie. Ouais. Il y avait pas de. On avait fait un business plan sur 3 ans, mais parce qu'il fallait en faire un. Et que moi, c'était assez facile pour moi de faire un business plan parce que c'était mon job avant. Enfin, j'envoyais 15 par jour, tu vois. Donc j'étais assez à l'aise avec l'exercice, tu vois. Mais il n'y avait pas de strat, il n'y avait pas de. Et puis c'est marrant, hein, c'est vraiment l'expression les coordonnées les moins bien chaussées. Mais moi je disais aux gens, mais alors du coup c'est quoi la strat? Tu envisages combien d'emplois sur le travail? Alors que moi je ne savais pas du tout. Même tu vois les prix et tout. Enfin, on a été vraiment à l'arrache en fait. On était vraiment step by step. Faut gérer la compta, faut gérer la com. Ouais, mais je sais pas. Franchement, on n'était pas du tout dans un mood. Et donc, c'est vraiment quand j'ai racheté la boîte, enfin les parts de Vanessa, où je me suis dit, ok, bon, il y a un moment donné, c'est soit tu restes à la. Je savais juste que je voulais pas être salarié. Vraiment, je pense que l'entrepreneuriat le premier truc de l'entrepreneuriat, ce que ça m'a appris, c'est ça. C'est que ça me va. Je pense que je suis à ma place dans l'entrepreneuriat. Mais voilà, après, j'ai dû apprendre, en fait. Au-delà d'apprendre vraiment 1000 skills, parce que, effectivement, ce que tu disais, tu dois faire de la compta, tu dois faire de la com, tu dois faire du commercial, tu dois faire... Au-delà de ça, j'ai dû surtout apprendre à essayer d'être un chef d'entreprise. Donc à avoir des perspectives, une stratégie, un process. Je pense que je suis d'ailleurs encore en train d'apprendre ça. Après, et puis le management aussi, j'ai recruté l'année dernière, donc t'as toujours un nouveau truc, tu vois. Par contre, c'est méga valorisant aussi parce que t'es tout le temps dans le challenge. Donc, je pense que c'est aussi beaucoup une question de caractère. Moi, j'ai ce caractère où vraiment je m'ennuie trop vite. Donc, effectivement, l'entrepreneuriat est fait pour moi parce que j'ai un jour une idée. Donc, en fait, quand t'es entrepreneur, tu peux la tenter. Donc, ça, c'est cool. Ça m'a permis aussi de débloquer pas mal de trucs dans mon cerveau où, en fait, une fois que tu commences à débloquer ton cerveau sur des idées, il s'arrête plus. Tu dis, bon, c'est bon, on est OK, tu peux y aller. Puis, il te donne des idées tout le temps. Et moi, j'avoue, ça, c'est la partie que j'aime beaucoup, tu vois, avoir des idées, essayer de les rationaliser pour voir si elles sont jouables, si elles sont possibles, et de les mettre dans la vraie vie. Ça, je pense que c'est ce que j'aime le plus. Donc, ouais, après, c'est méga... Parce qu'on parle souvent du côté fun, mais c'est très dur. Psychologiquement, l'entrepreneuriat, c'est très, très dur pour moi. On parle beaucoup de l'isolement du chef d'entreprise. Ouais, j'allais dire, c'est quoi le plus dur? C'est la solitude ou c'est Moi, je trouve que c'est la constance. Ok, ouais. Ouais, je pense que c'est l'endurance qui est la plus dure. Alors, je t'aurais peut-être pas dit ça il y a 1 an, mais là, je suis en plein dedans.
Puis je parlais de ça hier soir avec un pote. Ouais, c'est en fait faut tout le temps être tout le temps être ok, tout le temps bosser, tout le temps y aller, tout le temps être performant, tout le temps aller chercher des clients, tout le temps répondre aux clients, tout le temps c'est dur et puis t'as jamais c'est très rare les boîtes qui font ça, c'est plutôt ça, tu vois. Ça redescend monter descendre, pardon, ouais. Et donc toi t'es quand même censé être le plus constant possible, parce que quand c'est des gros bas, si toi t'es de bas aussi, et y a rien qui se passe en fait. Donc s'il y a rien qui se passe, ça remonte pas. Et en même temps, t'es obligé d'aller tout le temps chercher encore des clients, et sauf qu'il y a personne qui va venir te prendre la main. Et puis à la fin du mois, t'as pas de salaire. Si tu rentres pas d'argent, t'as pas de chiffre d'affaires, t'as pas de salaire, et puis c'est un cercle vicieux. Et donc du coup, ouais, pour moi, l'endurance que l'entrepreneur doit avoir, et la constance, hyper dur. Parce qu'on a tous des downs. Alors c'est ok d'en avoir, je pense qu'il faut le vivre aussi, mais faut pas qu'il soit trop long, quoi. Parce que si c'est trop long, il se passe rien derrière. Comment tu gères cet aspect, justement, cette solitude, cet isolement, si tu es dans une période de down et que tu as quelques déceptions, des devis qui sont envoyés, qui ne sont pas forcément acceptés, est-ce que, comment dire, qui te supporte, qui te soutient? Est-ce que tu restes seul? Est-ce que tu es entouré? Alors pour le coup, moi j'ai beaucoup de chance, et je pense que c'est valable sur tous les aspects de ma vie. J'ai toujours été méga soutenue. J'ai un environnement qui est quand même très très bienveillant, aussi bien tu vois, familial. Moi ça m'arrive de parler de ma boîte avec un de mes frères, et j'ai intégré beaucoup de trucs j'ai intégré une pépinière il y a quelques années, des associations de chefs d'entreprise, et du coup je me suis fait des potes chefs d'entreprise, parce que j'en avais pas avant. Ouais. Et donc ça aide beaucoup, parce que du coup il y a un moment donné où même si t'es pas au même level de ta boîte, t'as toujours les mêmes problèmes. Enfin tu vois, tu t'appelles le dernier en date, c'est les impôts. J'appelle, je suis en panique. Et ouais, effectivement, mon pote me dit oui, mais t'inquiète, j'ai vécu ça. Et en fait, ouais, faut être très bien entouré pour justement avoir ce moment, voilà. Et puis même amicalement ou personnellement, quoi. C'est indispensable d'avoir quelqu'un à appeler, même si c'est pour pas parler du boulot, quoi. Ouais. Ou juste d'être pas bien. Et c'est ok, tu vois. Moi, pendant très longtemps, j'étais pas ok d'être pas bien. Je disais pas que j'étais pas bien. Je disais non, je travaille. Je gère. Maintenant, je dis, laissez-moi, j'ai besoin de 2-3 jours, quoi. C'est sûr, genre, ça va revenir. Mais ouais, que ce soit professionnellement ou personnellement, faut être entouré. C'est capital, je pense. Être bien entouré, en tout cas, c'est quelque chose qui est hyper important pour toi, pour un entrepreneur. Est-ce qu'on peut parler, si on reste encore sur l'agence Wavy, de projets? Il y a des projets de développement pour ton agence? Ouais. Là, du coup, sur 2025, on devrait sortir des nouvelles offres de services qu'on n'a pas présentées encore. Et je vais peut-être me réassocier à partir de 2025. À l'étude. Et où tu la vois, ton agence, dans 5 ans? Au début, j'avais une vision sur 5 ans, effectivement, la vision que tu donnes dans un BP. Aujourd'hui, j'arrive même pas à... Je pense il y a un vrai potentiel pour que... Je me dis, je voudrais que ce soit... Moi, le but de l'agence, c'est de faire rentrer le hip-hop là où ça existe le moins. Et l'entreprise, pour moi, c'est un de ces biais-là. Donc, oui, si dans 5 ans, tu vois, on arrive à avoir des bureaux dans 2-3 endroits de France et de participer à des gros projets dans des entreprises autour du hip-hop, tu vois, vraiment faire rentrer, pas que sur un show, mais vraiment, tu vois, moi on proposait team building hip-hop, tu vois, moi j'aimerais bien proposer des packages annuels autour de team building, mais où on travaille sur des trucs beaucoup plus profonds, tu vois, mais via l'art, quoi. On est
Je pense... alors, je sais pas, peut-être que c'est via les boulots que j'avais fait avant, mais on fait beaucoup, par exemple, de team building, mais c'est une activité ludique pour dire qu'on a fait une activité ludique avec ses salariés, tu vois. Alors qu'en fait, on pourrait le prendre dans une complètement autre état d'esprit, de dire, OK, les gars, venez, pendant 6 mois ou 1 an, on travaille sur une thématique problématique ou importante de votre boîte. Je dis n'importe quoi, hein, mais la cohésion d'équipe, c'est le plus simple. Hein. Et en fait, on va aller travailler ça pendant 6 mois, 1 an avec vos salariés. Mais moi, je vous le travaille que par l'art, que par le hip-hop, que par des artistes. Et donc, voilà, je me dis, tu vois, dans 5 ans, on arrive à faire rentrer des choses comme ça. On arrive à vraiment créer de la valeur par rapport à ça. Je pense qu'on aura réussi quand même pas mal. Enfin, je serais contente, en tout cas. Faire entrer le hip-hop dans des endroits où il n'existe pas, où on ne sait pas qu'il existe, parfois, ça nous fait une super transition avec justement ton association, H2A. Pas mal. Qui justement a pour but, alors tu l'expliqueras certainement mieux que moi, mais tu organises des festivals à travers cette association, des festivals hip-hop en Algérie. C'est ça, exactement. Et comment ça arrive? D'où te vient l'idée? Ça fait pas mal de temps que je voulais faire des trucs en Algérie. Je pense que, tu vois, avec tout ce qu'on s'est dit avant, ça traînait dans mon cerveau. L'idée vient en 2017. Ouais. Donc, 2018. 2018, la première idée de faire un festival en Algérie émerge. Mais tu vois, ça arrive 1 an après le début de YV. Donc, en fait, je pense dès que mon cerveau il s'est remis dans tout ce qui était hip-hop, après j'étais partie. Mais tu vois, il m'a fallu plusieurs années pour en faire un vrai truc dans ma tête déjà. Je me lance en 2022. Après Covid. Fin de Covid, ouais. Et j'envoie un message à une copine qui a rien à voir avec l'Algérie en plus, en lui disant, écoute, j'ai une proposition, j'ai un projet un peu fou, il y a beaucoup de travail et pas d'argent à la clé. Est-ce que t'es chaude? Bien sûr. Elle me dit, bien sûr. Donc on va se voir, on se voit, je lui explique, elle me dit, trop cool. Mais elle, je la remercierai jamais. Enfin, moi, elle est toujours à mes côtés aujourd'hui. Hein, mais elle a fait en sorte que ça se passe. Elle est fan de l'Algérie maintenant. Donc... on n'est pas objectif, on ne peut que être fan de l'Algérie. Et en fait, il y avait 3 objectifs dans ma tête. C'est bon. Après, la vie, rien ne s'est passé comme prévu, hein, mais bien évidemment. Mais en tout cas, j'avais quand même 3 objectifs de base. C'était de montrer la culture hip-hop en Algérie, qui est vraiment forte. De permettre à des enfants d'avoir accès à la culture hip-hop et de donner envie à des gens d'aller en Algérie. Parce que y a une phrase que j'ai beaucoup entendue dans ma vie, c'était de dire oui, on va au Maroc, on va en Tunisie, l'Algérie on pourra y aller que par exemple si tu te maries. Et donc moi j'ai toujours répondu pas du tout, il te faut juste un visa. Enfin, je veux dire, tous les pays du monde demandent des visas pour quasiment tous les pays du monde. Nous, on a juste la chance en tant que Français d'avoir un passeport qui nous permet d'aller dans beaucoup d'endroits sans visa, mais la norme est quand même le visa. L'Algérie, c'est juste un visa en fait. Mais il y a cette crainte, ce truc de on va pas en Algérie quoi. Et donc je m'étais dit, si la première année je pars avec 2 personnes, c'est cool. Si la deuxième année il y en a 10, etc., etc. Et encore une fois, pour moi, le hip-hop est un biais pour d'autres choses. Donc j'ai créé un festival et qui a pas du tout cette tête dans la vraie vie. J'étais beaucoup trop ambitieuse. J'ai créé un festival sur 3 jours avec concert de rap, graffiti, battle, workshop, énorme. Avec uniquement des artistes locaux. Alors, tu ramenais aussi des artistes. Il y a les 2. Okay. Le but, c'est de majoritairement avoir des artistes algériens, mais de ramener tout le temps des internationaux pour justement avoir cette lumière sur l'Algérie. Okay. De dire, en fait, de faire un truc entre nous, pour nous, ça va être comme d'habitude, en fait. Et que ça intéressera que nous. Ce qui est déjà très bien, hein, mais le but, c'était vraiment de dire, on va mettre la lumière. Et deuxième chose, c'était les Algériens ont très peu la possibilité de sortir de l'Algérie. Ouais.
encore moins les artistes, parce que c'est des jeunes, on donne peu de visas aux jeunes. Donc c'est 1 sur 50, quoi. Et encore, je suis gentille. Et donc, du coup, c'était de dire, on va leur ramener des artistes internationaux pour aussi vivre cette culture en live de gens qui vont voir sur vidéo, etc. Et en fait, ils seront là. Donc, il y avait pas mal ça. Au final, le premier événement s'est concentré beaucoup sur de la danse. On a fait un battle, on a créé un battle de conte 2. Et ensuite, on a fait des workshops. Et une des fiertés qu'on a du premier événement, c'est qu'on... déjà, on n'est que des filles sur le staff H2 Art. Et on a ramené la danseuse Dédé et Karima, donc d'Actuelle Force, qui est du coup une légende du hip-hop français. C'était 2 nanas qui sont venues et en fait, on débarquait comme ça que des femmes. Donc ça, c'était la deuxième petite fierté de dire, ok, on fait un festival hip-hop. Moi, je connaissais pas Alger. Je suis allée faire un festival dans une île que je ne connaissais pas. Enfin, j'y étais allée 2 fois, du coup, avant de faire le festival, quand même. Mais... Ça se passe tout le temps à Alger ? Alors, principalement, c'est à Alger. Là, on commence à partir en région depuis cette année. Mais voilà, le gros événement, c'est à Alger, quand même. Et le battle a une énergie de fou. Et là, ça aussi, ça me réconcilie un peu. J'allais plus trop en battle en France. Je trouvais que c'est un peu blasé en France. C'est le côté, l'autre côté de la médaille du fait que ce soit devenu mainstream. C'est qu'aujourd'hui, tu as des battles tous les 2 jours. Donc en fait, les gens, ils ont plus cet attrait de tu t'entraînes pendant 6 mois pour aller faire un battle. Là-bas, il n'y en avait pas. Et en plus, en 2022, quand on fait le battle, il n'y en avait pas eu depuis avant le Covid. Donc c'était 2018 ou 2019, le dernier battle. Ouais, c'était un délire. On commençait le battle, je crois que c'était à 11h ou 13h, ils étaient, à 8h, il y avait déjà des gens. Et puis t'as ce truc de... T'es là, t'aides. Donc tu vois, tout le monde nous aidait à mettre en place, alors que personne ne nous connaissait. On a eu beaucoup de questions de qu'est-ce que vous faites là. C'était intéressant ça, de dire c'est quoi votre intérêt d'être là ? C'est trop cool, hein. Mais en fait, ils ont tellement tout le temps l'habitude qu'il y a une contrepartie. Non, juste le kiff. Et en plus, pour le coup, la première édition, c'est moi qui l'ai financée en totalité. C'était de dire, mais t'es sûr et tout, il y a pas de quoi. Je dis, déjà, c'est moi qui paye, donc et je vois pas la contrepartie. Et donc, du coup, quand ils ont vraiment compris qu'on était vraiment là pour rien d'autre que le kiff, ils étaient méga étonnés. Et en fait, on a créé une espèce de confiance de fou avec cette communauté-là, qui existe encore aujourd'hui, puisque en fait, c'est tout le temps les mêmes danseurs, hein, 90%, on les voit tous les ans. Et voilà, c'est parti comme ça, en fait. L'année dernière, on en a fait 2. On a fait en mai et en novembre. Pareil, après, il y a toujours plein de problématiques et d'orgas, hein, c'est de l'événementiel. Mais et là, cette année, c'était un peu différent parce que les JO ont beaucoup changé les choses, parce que du coup, le break, le skate et les sports urbains sont rentrés aux JO. Donc l'Algérie a pris aussi le pied de ça, a créé des équipes nationales. Enfin, en tout cas, en break, elle a créé une équipe nationale. Et donc, du coup, elle voit plus trop les breakers comme des troubadours, mais comme des athlètes. Donc, du coup, vu que nous, on avait déjà fait des trucs avant, on est devenu un peu une référence. Donc, on a le comité olympique algérien qui nous appelle l'année dernière en nous disant, on va faire des choses. Donc, cette année, en fait, on a eu tous les officiels du comité olympique, Fédé, blablabla, qui étaient partenaires de l'événement, quoi. Et on s'est retrouvés à faire une édition énorme cette année, alors que c'était pas du tout prévu. Voilà, donc ouais, ça c'est quand même une aventure complètement folle, que j'adore, qui est méga fatigante, mais que j'adore. J'imagine. Qui se poursuit. C'est quoi tes projets avec cette association, ce festival ? Alors le but, c'est quand même de garder ce festival tous les ans, du coup en novembre. Et on aimerait bien faire des choses en région. Sous quelle forme, je sais pas trop encore, mais en tout cas à partir de 2025, le but ce serait de faire une programmation pour faire des stages un peu toute l'année pour des enfants. Je pense qu'on va hors de ce gros événement là de compète. On a vraiment envie de développer
l'apprentissage et la transmission pour les enfants. Donc vraiment découverte des disciplines avec des artistes algériens et pas que algériens d'ailleurs. C'est important parce que c'est vrai qu'en Algérie, le foot est le sport principal, national. On a une nation de supporters de football, plus que de grands joueurs de grands championnats. On a de très très gros supporters. Ouais. Voilà. Mais ça se diversifie. Il y a un peu de hand, de volley, il y a d'autres sports. Basket aussi, ça se développe énormément. Basket, la boxe, mais c'est vraiment le foot qui occupe une place immense. Ouais. Et quand t'es gamin là-bas, tu fais du foot, naturellement. Et c'est bien aussi de vouloir apporter autre chose et d'éduquer en tout cas les enfants à d'autres disciplines. Je trouve ça super cool. Merci. Après, en vrai, la communauté hip-hop et sport urbain, pour le coup, je rajoute les deux parce qu'elles sont très proches là-bas. Elle existe et il y a beaucoup de gens. Nous, on a été très étonnés. Tu vois, par exemple, le premier battle qu'on a fait, je me rappelle encore d'une visio qu'on avait fait avec du coup Karima, Dédé et donc Swazik, mon associé, pour dire ça sert à rien qu'on fasse des présélections. Si on a 30 personnes à tout péter, on prend les 30. Ça sera magnifique déjà. Et en fait, on lance les inscriptions. En 48 heures, on est obligé d'arrêter parce qu'on a trop de gens. On a eu 150 inscrits en 48 heures. Et après, on avait des gens qui nous envoyaient des DM. Je n'avais pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de m'inscrire. On a halluciné. Et en fait, on a eu des gens de toute l'Algérie qui sont venus. Ça, c'est dès le premier. Dès le premier, on a vraiment des gens qui sont venus du désert. Je parle de tout. Il y avait toute l'Algérie, mais le désert, c'était quand même le plus loin. Les gars, ils ont fait 12 heures de bus. Et j'étais là, ah ouais. En fait, ça te donne aussi une responsabilité. Parce que t'as envie de faire tu veux que ton événement il soit bien dans tous les cas. Mais là, tu te dis, ah ouais, les gars, en fait, ils ont dépensé de l'argent. C'est pas forcément des gens qui ont de l'argent. Et ils se sont tapés des 5 heures, 6 heures, 10 heures de bus pour venir à ton événement, en fait. Donc, ça nous a vraiment encore plus mis une espèce de responsabilité de vouloir faire vraiment des beaux événements, quoi. Et ça a été quoi ta plus grosse surprise, toi, en démarrant ? C'est que on en a parlé un petit peu avant, en prenant un café juste avant, mais je pense que c'est important de le partager aussi. Quand tu te dis, tiens, je vais montrer un petit peu la scène hip-hop algérienne à tout le monde, je vais faire venir des artistes, créer ce festival, tu t'attends à quoi ? Et quelle est ta plus grosse surprise en arrivant là-bas ? Déjà, c'était marrant parce que tu débarques comme ça, t'es là, bonjour, je vais faire un festival, je suis personne me connaît. En plus, moi, j'ai arrêté la danse hyper jeune, donc j'ai même pas de nom dans la danse, tu vois. C'est même pas comme si j'étais Karima d'Actuelle Force et j'arrivais, je disais, je vais faire un festival hyper légitime, tu vois. C'était vraiment genre l'inconnu du village qui arrive et qui dit salut, je vais faire un truc. Mais on m'a beaucoup aidé sur le premier. On m'a beaucoup aidé. Et en fait, quand tu commences à parler avec les gens, tu te rends compte qu'il y a une histoire hip-hop qui est quand même complètement folle. Vraiment, moi j'avais fait des recherches, j'avais creusé sur des trucs et tout, mais il y a de la musique, il y a des groupes qui datent d'un peu, mais par exemple sur la danse, t'as pas trop d'archives de danseurs ou de graffeurs. Et en fait, quand tu commences à parler avec les artistes, tu te rends compte que, ils te racontent des histoires des années 90. Et tu te dis, mais on sait pas ça. Il y a personne qui a l'info, tu vois. Et si toi, tu me le racontes pas, là, au détour d'une pause pendant le battle, machin, j'aurais pas cette info. Et en fait, personne n'a cette info. Et je me suis dit, ok, en fait, il faut qu'on image, faut qu'on raconte, faut qu'on archive, faut qu'on parle avec ces gens. Et en fait, alors maintenant aussi, les gens nous connaissent là-bas, donc on pose beaucoup plus facilement des questions, on leur demande des trucs et tout, et puis on est en contact avec eux toute l'année aussi, donc on apprend plein de nouveaux trucs. Mais en fait, elle est énorme, la communauté hip-hop, et depuis très longtemps. Sauf qu'en fait, vu qu'elle est pour le coup encore très très underground, on la voit pas, on la connaît pas, on sait pas qui c'est, et on veut pas la voir. Qui ne veut pas la voir ? Jusqu'à présent, grand public, c'était compliqué. Okay. Ça change là beaucoup.
Et les gens sont très friands. Moi, je l'ai vu là sur le dernier événement, on a fait dans un espace public. Il y avait des familles. En plus, nous, on faisait des stages pour les enfants. Donc, c'était les mères qui venaient avec leurs filles pour faire du graffiti. Et je trouvais ça génial. Trop bien. Ouais. Donc, elle commence à sortir de l'eau, quoi. Ça, c'est cool. Eh ben, longue vie à ton association, Merci. tes festivals en Algérie. Peut-être qu'on y viendra un jour avec Kaina. Avec plaisir. Complètement les bienvenus. Donc voilà, longue vie à Wavy aussi. Merci. On arrive sur la dernière séquence. Alors normalement, c'est Kaina qui réalise cette dernière séquence. Oui. Mais t'es pas venue toute seule aujourd'hui. Non. Kaina étant malade. Je suis venue avec Tao. Est-ce que tu veux nous le présenter un Ouais. petit peu ? Du coup, Tao est un stagiaire que j'ai depuis le début de la semaine, qui vient de Montpellier. Et du coup, qui a voulu faire sa semaine de découverte en entreprise auprès de moi et de Wavy. Et voilà, c'est un jeune garçon qui est hyper artistique et créatif. Et donc il va remplacer ta fille aujourd'hui. Il va remplacer Kaina. Bonjour à tous, moi c'est Tao, je suis en stage de 3e avec Yasmina justement. Aujourd'hui je suis un peu le remplaçant, je vais faire les questions en vrac. Donc Yasmina, si tu pouvais travailler avec un artiste ou une figure emblématique du hip-hop, qui choisirais-tu ? Pas mal comme question. J'irai chercher Poppin' Pete, je pense. Et pourquoi ? Parce que quand j'ai grandi, c'était... parce que déjà, c'est un des pionniers de la danse hip-hop au monde. Et c'était une des références quand j'étais petite. Et j'avoue, si un jour on pouvait l'amener en Algérie, ce serait incroyable. Ok. Deuxième petite question. En quoi le hip-hop te semble être plus qu'une culture ou un art, mais un mode de vie ? En fait, je pense que ça m'a... Les valeurs du hip-hop plus mon éducation, c'est ce sur quoi je vis encore aujourd'hui. Je pense que tout ce qui est partage, transmission, kiff de la vie, le côté universalisme dont on a extrêmement besoin de plus en plus. Moi, c'est des valeurs qu'on m'a inculquées toute ma vie, et via ma famille, et via ce hip-hop, en fait. Donc, je pense qu'en fait, ça apprend beaucoup de choses à plein de gens, et on ne le met pas assez en valeur. C'est sûr. Donc, si tu devais expliquer le hip-hop à quelqu'un qui n'y connaît rien, comment tu le décrirais en une phrase ? Ouh, question piège. En une phrase, Ouais. le hip-hop Mhm. vient comme thé et kiff. Bien. Intéressant. Qu'est-ce que ça serait ton conseil numéro 1 pour quelqu'un qui souhaite transformer une passion en métier ? Moi, j'ai quand même ce truc, malgré avoir un cerveau un peu fou, je suis quand même très pragmatique sur plein de choses. Je pense qu'on peut tout transformer, mais moi, je vis par hypothèse. Donc, j'avais quand même fait pas mal d'hypothèses et pas mal d'options, de possibilités de ce qui était possible de faire ou pas. Mhm. Et ensuite de tester. En fait, c'est juste ça, c'est de tester et de voir ce qui marche pas. Faut pas être trop buté. Je suis assez têtue, moi. Je pense que si tu veux créer un métier, il faut être à l'affût de toute adaptation. Saisir C'est-à-dire l'opportunité un peu. Exactement. Ça veut dire que toi, tu auras une façon dans ta tête. Tu t'imagineras que ça va se passer comme ça dans ta tête. Et en fait, la vie va te montrer que pas du tout. Ouais. Donc, il faut que tu sois en capacité de dire, OK, moi, je l'ai vu comme ça, mais en fait, dans la vraie vie, c'est plus comme ça que ça doit se faire. Mais on va le faire plus comme ça. Et Et ensuite donc, s'adapter. l'adapter. Exactement. Ouais. Et donc, on te laisse le choix de la chanson pour clôturer l'épisode. Ouais, ça, c'est... Je vais rester sur l'Algérie. Et, la chanson que j'écoute en ce moment, Évidemment. Zina de Babylone, qui est incroyable, qui est magnifique. On adore ici. Voilà. Et je pense que c'est... On va rester sur l'Algérie, quoi. C'est sûr. Eh ben, Yasmina, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Pour cet échange. On a passé en tout cas un super moment. C'était vraiment cool. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre le podcast, vous vous souvenez que Yasmina a été recommandée par Kiera. Et je valide totalement le choix. Voilà, ça a été un super moment. On te souhaite beaucoup de réussite. Merci pour Wavy, H2Art et puis plein d'autres choses encore à venir. En tout cas, on te le souhaite. Merci beaucoup, Yasmina. Merci beaucoup. ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقيت